Bienvenue au podcast de Mots en mieux présenté par La Traversée. Cet organisme communautaire sans but lucratif a pour mission d'offrir du soutien et de l'accompagnement aux personnes vivant ou ayant vécu avec une problématique de santé mentale ou Kamouraska. Oui, et puis on devrait peut-être nous-mêmes se présenter. Oui, excellente idée. Présentons pas juste La Traversée. Moi, c'est Sandrine, je suis intervenante psychosociale et bachelière en psychologie et je suis accompagnée de la charmante et dynamique Laetitia, technicienne en travail social ainsi que finissante au bac. Puis ensemble, on est vos animatrices pour De Mots en mieux, le podcast qui dynamise l'éducation à la santé mentale. Oui, et pour cette saison, on s'est vraiment donné comme mot d'ordre accueil, sensibilisation, nuance, bienveillance. Oui, alors installez-vous bien, puis on vous souhaite un bon épisode. Bonne écoute. Allô Sandrine, comment tu vas aujourd'hui? Ben écoute, je suis impatiente de commencer ce podcast avec toi. Oui, moi aussi, j'étais vraiment contente quand j'ai vu tous les beaux documents que tu m'as envoyés. Puis je trouve qu'on va parler d'un sujet vraiment intéressant qu'on parle pas vraiment souvent. Non, en effet, ben on a beaucoup de tendance à pathologiser la santé mentale. C'est-à-dire qu'on va beaucoup l'avoir en termes de comme une dépression, de l'anxiété, à utiliser des gros termes, tandis que la santé mentale, très souvent, c'est plus subtil que ça. Ouais. C'est comme une ligne continue. Ouais. Puis, ben, il y a des moyens de sans nécessairement arriver au bout de cette ligne-là, sans nécessairement être à terre, ben, de voir que les choses commencent à aller moins bien. Ouais. Ou, à un peu plus s'écouter. Puis c'est ça un peu qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va parler de reconnaître ces signaux. Je pense que ça va être un épisode vraiment intéressant parce que je trouve qu'on en parle un petit peu plus, d'être à l'écoute de nous, de faire des introspections. Mais je pense que plus pousser sur ce sujet, ça va éveiller beaucoup d'outils ou de trucs pour les personnes qui vont pouvoir les utiliser. Ben oui, absolument. Puis tu sais, c'est important de s'écouter parce que, en fait, l'épisode porte sur les signaux en santé mentale. Puis les signaux, en fait, ça se décortique en deux branches. On a ce qu'on appelle les signes et les symptômes. Les signes, c'est ce qui va être observable auprès des autres personnes. Puis, on peut penser, par exemple, à quelqu'un qui va être déstructuré dans ses propos, quelqu'un qui va avoir qui va être, ralenti dans son rythme quotidien. Ouais. Qu'est-ce que ton environnement peut te refléter tout ça? Tandis qu'un symptôme, ben ça risque d'être plus interne. C'est pour ça que c'est important autant d'être capable de s'écouter soi-même parce qu'il y a des parties des signaux que l'environnement ne pourra pas capter. Ouais. C'est normal parce que tu le vis à l'intérieur de toi. Puis au contraire, t'en as d'autres que c'est peut-être plus dur de te voir parce que t'es comme une continuation de ton état, mais que c'est les gens de ton entourage qui vont le refléter. Et donc, dans ce cas-là, reconnaître les signaux en règle générale, ben c'est aussi un beau facteur de protection parce que tu peux voir celui des autres aussi. Fait que si je comprends, les signes, c'est un peu plus qu'est-ce que les autres vont pouvoir observer de toi, voir est-ce que ton comportement a changé, ton attitude aussi. Puis les symptômes, c'est un peu plus qu'est-ce que toi, tu vas être capable vraiment de ressentir quand tu vas prendre une pause puis que tu vas vraiment être dans la connexion par rapport à toi. Ben c'est ça, exactement. Tu sais, par exemple, quand on parle d'émotions ou de sentiments, ben l'émotion de base, ça se vit de manière très, très intérieure. Ouais. Puis, des fois, on va pouvoir comme l'extérioriser. Dans ce cas-là, peut-être que l'environnement va pouvoir nous le refléter. Mais ça reste qu'il y a comme une partie de l'émotion qui, elle, est intérieure. Ouais. C'est si, par exemple, une personne, elle a tendance à beaucoup garder ses émotions pour elle, à beaucoup l'intérioriser, à tomber dans sa tête, puis comme une sorte de spirale au niveau de ses pensées, ben peut-être qu'elle n'aura pas de signes. Ouais. Mais il y aura des symptômes parce qu'elle va peut-être le ressentir. Puis c'est pour ça que c'est important de reconnaître les signaux en règle générale parce que même si tu le vis intérieurement, ça se peut que tu te sois créé un blocage. Ouais. Parce que, tu sais, on en entend souvent parler des personnes qui ont de la difficulté de nommer comment ils se sentent ou ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans cette situation-là qu'ils vont même pas le réaliser eux-mêmes. Ils vont se dire « tout va bien », mais si là, ils prennent un 10 minutes pour s'asseoir, puis là, un peu comme qu'on va parler plus tard dans l'épisode, de savoir comment être capable de reconnaître ces signaux,
mais quand ils vont s'asseoir, ils vont peut-être réaliser qu'en fin de compte, il y a des choses qui peuvent travailler ou qui les tracassent, mais qu'ils ne savaient même pas. Là. Ils ne savaient pas. Puis, tu sais, c'est complexe puis nuancé la question là, d'essayer de reconnaître ces signaux parce que, ben, des fois, on est dans des environnements, en fait, qui ne veulent pas qu'on les reconnaisse. Tu sais, des fois, on est dans des environnements qui sont comme, ben, si, quand tu vas mal, ça nous permet que c'est plus facile de te piler dessus, ou c'est plus facile comme que tu retombes dans des patterns ou genre t'es beaucoup axé sur la performance ou tout ça. Ben, peut-être qu'on préfère que tu t'en rendes pas compte. Oui, ben c'est vrai parce que l'environnement dans lequel on est va aussi avoir vraiment des liens avec comment tu vas te sentir. Donc, si ton environnement t'accueille pas ou t'es pas avec une personne qui elle-même va reconnaître ses signaux, c'est sûr que toi, tu vas plus avoir de la difficulté puis tu vas pas nécessairement oser le nommer. Absolument. Puis ça, c'est souvent quelque chose qui est confrontant pour les gens quand ils commencent à demander de l'aide ou quand ils commencent le processus, que ce soit tout seul ou via des professionnels ou un meilleur environnement, que de commencer à reconnaître ces signaux. Tout ça qui est confrontant, c'est parce que des fois, tu te dis, OK, moi, je commence à changer pour le mieux pour moi, mais je me rends compte que ça vient avec des sacrifices dans mon environnement. Tu sais, il y a des relations que je me rends compte qu'ils bénéficient un peu plus de quand je m'écoutais moins. Ou, tu sais, mon environnement de travail, je me rends compte qu'il est plus compatible avec le développement que je peux avoir. Puis là, la personne va être confrontée au dilemme de est-ce que je continue ce développement-là sur moi-même ou je retourne dans là où j'étais ou que c'était relativement tolérable, mais en même temps, j'ai pas de deuil à faire si je fais ça. J'ai pas à mettre de côté un environnement de travail ou des relations ou tout ça. C'est un processus qui est confrontant, puis faut pas... il faut mettre l'accent sur, ben, on veut favoriser la reconnaissance de ces signaux-là, mais il faut aussi faire preuve de patience. Parce que c'est des choix qui sont difficiles. Ben, je trouve ça intéressant que tu amènes ce point-là, puis ça démontre aussi que c'est vraiment complexe, puis qu'on va essayer d'être le plus possible dans la nuance pendant l'épisode, parce que, comme tu as dit, peut-être que tu vas commencer à réaliser qu'il y a une amitié, je sais pas, que tu n'es pas capable de nommer comment tu te sens, parce que la personne, elle préfère quand, je sais pas, je donne un exemple, c'est toute elle qui décide, puis toi, tu as toujours été la personne qui accepte les décisions. Puis là, en prenant le temps de réfléchir, tu as réalisé que ça te crée de l'anxiété, que ça te rend triste. Bien, c'est pas nécessairement du jour au lendemain que tu vas arrêter cette relation-là. Puis, tu sais, c'est pas ça non plus qu'on veut. On peut aussi, je pense, être capable de nager là-dedans puis de voir, je suis dans un environnement qui va pas nécessairement faciliter le fait de m'exprimer, mais comment je peux emmener quand même la chance de m'exprimer, là. Ben oui, absolument. Puis c'est ça, c'est important de faire preuve de patience dans ses processus-là, justement. Puis des fois, justement, quand on réalise tout le chemin qu'on parcourt, qu'on est capable de reconnaître un peu plus ces signaux, on se rend compte que par exemple, dans notre éducation, si on avait des parents qui une famille, c'était très tabou de nommer ses émotions, c'était très tabou, comme, tu sais, le terme santé mentale existait à peine, ben vient un moment dans cet apprentissage-là où, tu sais, c'est possible de mettre beaucoup le blanc sur son éducation style. Puis vient une étape supérieure où tu te dis, ouais, mais c'est une situation où les bourreaux ont été victimes aussi, tu sais, puis c'est pas... C'est normal que ce soit encore plus confrontant pour une génération avant moi de reconnaître ces signaux, puis que c'est confrontant pour eux de se le faire reprocher aussi. Puis c'est pas... c'est ça, donc tu sais, le mot là-dedans, c'est patience. Toutes les émotions sont valides quand tu peux vivre là-dedans. Tu peux vivre de la frustration, tu peux vivre du découragement, du désespoir. C'est pas... c'est pour ça qu'il faut vraiment comme une approche pas culpabilisante non plus. Puis moi, je me demandais, est-ce que tout le monde est capable de reconnaître ces signaux? Ben oui! C'est sûr! Il y en a qui parlent vraiment plus loin que d'autres, on va se le dire. Comme un peu tu viens de dire, si t'es né dans une famille où que parler des émotions, pleurer, c'était pas nécessairement valorisé, bien ça se peut que ça soit plus difficile pour toi. Puis je pense que c'est aussi de le réaliser, tu sais, de réfléchir, moi, ma famille, comment elle était avec moi, puis de se dire, OK, moi je pars peut-être un petit peu plus loin, mais comme tu as dit, c'est quand même possible au fur et à mesure d'être capable de réfléchir à comment on se sent. Puis honnêtement, moi, mon mot d'ordre, c'est que
en termes de santé mentale, de développer des bonnes habitudes, puis tout ça, il est jamais trop tôt, puis il est jamais trop tard. Puis comme je parlais, c'est confrontant des fois, là, comme dans le sens que ça vient avec des deuils, tu laisses tomber certaines choses, ça vient avec des questionnements, même des fois ça peut venir avec la culpabilité, parce que quand tu développes ce processus-là de reconnaître petit à petit tes propres signaux, des fois tu te rends compte que tu en as peut-être rejeté chez d'autres personnes. Peut-être que tu as manqué le fait que quelqu'un n'allait pas bien dans ton entourage. Puis ça peut être difficile. Puis tu sais, souvent, dans certains milieux, chez certaines personnes, le premier contact qu'ils vont avoir avec la santé mentale, puis les signaux, c'est ceux qui vont avoir manqué quand un de leurs proches va malheureusement décéder ou faire une tentative de suicide. Puis c'est tellement confrontant parce que ça, c'est à l'autre extrême, là. Ça peut venir avec beaucoup de culpabilité, mais non, il n'est jamais trop tard. Puis, il faut aussi savoir que justement, si toi, tu as eu le privilège dans ta vie de commencer assez tôt, d'avoir un milieu qui incluait ces habitudes-là, ben c'est pas tout le monde qui va avoir cette même idée que c'est ça. C'est aussi d'être conscient de ça, que c'est pas tous nos proches qui vont être à la même étape. Puis une phrase que je trouvais vraiment intéressante que nommer, c'est de jamais reconnaître ou de regarder ses signaux. C'est comme un peu jamais regarder son compte en banque. Puis j'ai trouvé, ça m'a vraiment parlé. Moi, j'aime un peu les... c'est-tu des métaphores, des analogies? Analogies, métaphores... Ben là, dans ce cas-là, c'est une comparaison parce qu'il y a le mot « comme ». C'est pas grave. On n'est pas dans un cours de français. Non! Mais c'est ça. Moi, je trouve que ça me parle beaucoup. Puis, tu sais, ça disait que je pourrais dire le mot problème, mais entre guillemets, c'est pas le fait de savoir est-ce que tu as de l'argent ou pas dans ton compte, mais c'est le fait de ne pas aller regarder si tu en avais ou pas, et après de pas avoir mis les efforts pour soit comme apprendre à garder ton argent et tout, à faire de l'argent. Fait que, tu sais, ça fait aussi un lien avec si tu regardes pas comment tu vas, l'important c'est pas que tu sois triste ou que tu sois heureux. L'important c'est de prendre le temps de voir comment tu te sens pour après mettre en place soit des outils, des actions pour aider tes signaux. Ben oui, exactement. Puis c'est pas, je pense qu'il y a une image que de ne pas regarder son compte en banque, on l'a tous déjà vécu, de se dire comme « Oh, j'ai pas mal dépensé, je pense que comme je vais me calmer, mais je vais pas regarder à quel point je suis dans le pétrin. » Puis c'est pas... c'est ça, ça va être mon mot du jour, là, c'est confrontant. Mais justement, ça peut faire peur d'aller chercher ces informations-là parce que des fois, quand on le regarde, notre compte en banque, ou en règle générale, quand on regarde ces signaux, on a l'impression de ne pas avoir énormément de pouvoir. Fait qu'on se dit, quitte à me sentir impuissant, ben là où j'ai du pouvoir, c'est d'en avoir conscience ou non, en quelque sorte. Sauf que, ben, on est un peu plus puissant qu'on pense. Je parle beaucoup de l'impact de l'environnement puis tout ça, mais c'est une relation qui est d'égal à égal. Oui, l'environnement a un impact sur nous, on a un impact sur l'environnement, mais comme une partie qui repose en nous, puis c'est pour ça que l'empowerment, c'est une belle philosophie dans la relation d'aide parce que c'est vrai vraiment que ça vient chercher quelque chose. Oui, puis c'est ça comme tu as dit, l'environnement a des effets sur nous, mais on est quand même, tu sais, on a le pouvoir sur notre vie, puis je pense qu'il faut apprendre à prendre ce pouvoir-là, puis vraiment tu sais, je pense qu'on est beaucoup plus capable de faire des choses qu'on pense aussi. Là. Ah oui, vraiment, parce que, tu sais, c'est pas... l'image d'un compte en banque, je trouve que c'est très direct parce que c'est des chiffres, donc on voit très bien, on arrive très à quantifier beaucoup, comme se dire, OK, à partir de tel montant, je me sens confortable, tout ça, mais en règle générale, un compte en banque, sauf quand tu as plus d'un emploi ou plus d'une source de revenus, les sources de revenus sont pas, t'as pas autant de rentrées d'argent que tu as de sorties. Puis dans la vie, l'énergie, c'est un peu ça aussi. Il y a beaucoup de manières d'aller chercher comme de l'énergie, puis aller te remonter le moral, mais il y a beaucoup de manières de le dépenser puis de le perdre aussi. C'est pour ça qu'il faut comme faire attention puis de savoir qu'est-ce qu'on a en termes d'énergie, d'aller chercher ces signaux, mais ça nous aide un peu plus aussi à planifier qu'est-ce que je suis capable de donner, qu'est-ce que je suis capable. Puis ça va aussi pour la fatigue d'aidant qu'on appelle ou par de compassion.
si t'es du genre à beaucoup donner dans ta vie, à beaucoup comme t'investir auprès des autres puis de tes relations, si tu regardes pas, c'est le meilleur moyen de t'épuiser. Puis au final, là, ça va toujours venir à un prix. Puis si t'as ton entourage, peut-être qu'ils vont éventuellement se sentir. Puis tu sais, je pense qu'on en entend quand même beaucoup parler des personnes qui vont être beaucoup être là pour les autres, mais pas pour eux-mêmes. Puis je pense que parfois ils vont dire, tu sais, je suis là pour tout le monde, mais personne n'est là pour moi. Mais il faut apprendre à être en premier là pour parce nous-mêmes. Que peut-être que les autres auraient un peu moins besoin que tu sois là pour eux si eux, comme toi d'ailleurs, étaient un peu plus là pour eux-mêmes. Effectivement. C'est comme donnant. Parce que peut-être que les gens dans ton entourage te disent la même chose parce que toi-même t'es pas capable d'écouter tes signaux et de te respecter. Exactement. Puis au final, on dirait que c'est tellement plus libérateur d'être avec des gens qui mettent leurs limites. Oui. Puis qui s'écoutent eux-mêmes parce que tu sais que ce que tu leur donnes, c'est pas parce qu'ils en ont besoin. Ouais. C'est parce que ça leur fait tout simplement. Puis je sais pas pour toi, mais moi, si je suis avec une personne qui s'écoute, qui met ses limites, ça va être beaucoup plus facile pour moi de le faire. Donc je crois que si on commence par nous-mêmes le faire, ça va se mettre sur les autres aussi, là. Absolument. Puis pour ce qui est des signaux, j'ai remarqué au fil du temps qu'il y a différentes catégories de signaux auxquelles on peut là, qu'on peut observer. Ouais. Parce que, en fait, il faut savoir que, comme je disais, la santé mentale, c'est un continuum. Ouais. C'est comme une ligne où tu peux être au plus bas, tout comme tu peux être au meilleur. C'est vraiment fluide aussi. Très fluide. Puis, il y a ce continuum-là, mais il y a aussi le continuum des troubles de santé mentale. Donc, tu peux avoir un trouble et avoir une bonne santé mentale. Ouais. Donc, peu importe où tu te places sur la ligne des troubles mentaux, que tu en aies, que tu n'en aies pas, que tu aies des traits de troubles mentaux ou non, c'est important quand même de regarder sa santé mentale. Il ne faut pas se dire, ben moi je pense que j'ai jamais fait de dépression, puis tu sais, je considère que j'ai jamais eu de pathologie ou de trouble de santé mentale, donc je ne veux pas regarder ça. Tu peux faire ce choix-là, mais je te conseille quand même, parce qu'ils sont quand même reliés un peu. Oui, puis tu vas être aussi un peu dans la... prévenir, tu sais, des fois on dit vaut mieux prévenir que guérir, ben si tu commences doucement par prendre des moments pour t'écouter, ben tu vas vraiment être dans je préviens de peut-être un jour, on dit bien, de peut-être un jour vivre un trouble de santé mentale ou juste un événement qui est plus difficile parce que si en ce moment dans ta vie, en général, tout se passe bien, il n'y a pas de gros chocs, de grosses situations difficiles, si tu pratiques à ce moment-là de reconnaître tes signaux, ça va être beaucoup plus facile pour toi lorsque les moments venus difficiles, lorsqu'il va y avoir des moments plus difficiles, d'être capable de mettre ça en place aussi. Là. Oui, mais justement par rapport aux signaux, écoute, j'ai pu observer au fil de mes années comme de pratique en intervention, tout ça que puis même juste en tant qu'humain qui a conscience de tout ça, qu'il y a différentes catégories de signaux qui sont possibles. Donc, tu sais, je le rappelle, les signaux, ça va être ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut vivre à l'intérieur de nous, ce que les autres peuvent nous refléter de nous-mêmes. Je trouve que la catégorie de ces signaux-là, c'est celui d'une déviation de la norme. Donc, tu sais, je le rappelle, la norme, en fond, c'est ce qui va être, ce qui est normal, ce que les gens vont faire en règle générale. Mais il faut le rappeler, la norme aussi, c'est par rapport à nous-mêmes. Qu'est-ce qui est normal pour nous? Puis, tu sais, si on a des tendances de base, on a une personnalité comme très particulière, très extrovertie, très expressive, puis qu'on se renferme beaucoup, puis qu'on perd cette essence-là, ben c'est peut-être normal pour la société qu'on soit comme ça, mais c'est pas normal pour nous. Oui, c'est que la norme est différente, la norme de la société, mais ta norme à toi, parce qu'on sait chaque individu est différent. Puis c'est pour ça que quand on a une vision comme de reconnaître les signaux, ben quand on parle de reconnaître ceux des autres, de reconnaître les signes, oui, il faut refléter certaines choses, mais il faut aussi avoir une curiosité bienveillante de se demander qu'est-ce qui se passe dans la vie actuellement de la personne. Est-ce qu'il y a des choses qu'elle nous cache? Des fois, il y a des gens qui ne se sentent pas nécessairement à l'aise de nous dire ce qui se passe dans leur vie. Puis je trouve ça intéressant, un peu comme tu as dit, parce que si tu vis un deuil, ben c'est un peu dans la norme de vivre les étapes du deuil et d'être triste, d'avoir de la colère. Tu sais, c'est normal. Absolument. Une autre catégorie justement de signaux que j'ai pu remarquer, c'est celle de l'excès, de la démesure, comme je le dis. Parce que en fait, là, c'est quand on vit un inconfort, souvent j'entends beaucoup le terme béquille.
on utilise certaines choses en béquille, puis souvent les gens vont parler de leur consommation d'alcool, drogue, cigarettes, peu importe, comme une béquille, mais ça peut être vraiment n'importe quoi. Parce que il y a comme le terme de surcompensation. Tu sais, on compense dans quelque chose, puis on va surcompenser quand ça va pouvoir, cette consommation-là, cet usage-là, qui est déséquilibré, va entraîner certains problèmes aussi en déséquilibre en quelque sorte. Fait que, tu sais, quand on voit quelqu'un vraiment, puis tu sais, c'est pas juste une question, c'est pas juste les gens qui sont TPL ou qui sont bipolaires là, qui peuvent être sujets à l'excès. Honnêtement, n'importe qui. N'importe qui peut. Je pense qu'il faut le normaliser aussi, que c'est pas parce que tu vis de l'excès que tu as nécessairement un trouble, parce que je pense qu'on l'entend beaucoup, une personne qui va parler fort, qui va dire comment se sent d'une manière un peu plus, avec plus d'excès, on va être beaucoup, c'est sûr qu'il y a un trouble de personnalité limite. Oui. Pas nécessairement, là. Non. Puis il faut pas non plus, mais tu sais, on en parle tout au long de la saison, mais la personne n'est pas son trouble de santé mentale non plus, là. Donc, mais tu peux continuer, j'ai comme... Tu sais, c'est justement, c'est un des revers peut-être un peu plus négatifs du fait qu'on parle de plus en plus de santé mentale, puis des troubles, puis qu'on essaie de normaliser ça, c'est qu'on essaie aussi de plus en plus les catégoriser, les gens. Sauf que les gens, ça se catégorise pas vraiment. Tu sais, les troubles sont vécus toutes de manière différente, puis tu sais, là, je parlais, mettons, de la catégorie de l'excès et la démesure, mais justement, quelqu'un que ça fait partie de sa personnalité, l'excès. Ce qui est normal, sans nécessairement être un trouble, c'est peut-être pas, ça peut être parmi les signaux, mais ça veut pas dire non plus que c'est Donc, il faut vraiment se fier aussi, là aussi à la normalité de la personne. Tu sais, qu'est-ce que je trouvais aussi intéressant dans l'excès, c'est de réussir un peu à trouver l'équilibre. Puis je pense que, en tout cas moi je vois qu'on met beaucoup aussi de pression à « je veux être dans l'équilibre ». Mais l'équilibre, moi, l'image que j'aime un peu me faire, c'est une personne, je pense que c'est un funambule. Oui, un funambule. Une personne qui marche sur une corde. Quand il marche, là, des fois il va un petit peu plus pencher vers la droite, vers la gauche, puis il va continuer à avancer sur sa corde. Ça va jamais être qu'il ne bouge pas et qu'il est en parfait, droit. Ça n'arrive jamais. Jamais. C'est très rare. Donc, je pense que l'équilibre, il faut quand même se laisser une zone de fluctuation dans cet équilibre-là. Une troisième catégorie de signaux que j'aurais aimé qu'on puisse discuter, en fait, là, c'est ce qu'on appelle en psychologie la triade cognitive de Beck. En fait, la triade cognitive de Beck, c'est une théorie qui a avancé pour expliquer la dépression, mais ça peut être vraiment, je pense, extrapolé à la santé mentale en général et à d'autres troubles. C'est juste qu'au début, c'était vraiment pour la dépression. Exact. Et ce que ça amène, c'est qu'il y a une vision négative, ça c'est central, et la vision négative va être envers le monde, envers soi-même et envers le futur. Mais je pense que quand on a un mélange de ces trois-là, ça peut être un signe que notre santé mentale va pas vraiment bien. Si tu n'arrives pas à avoir d'espoir pour le reste, tu as l'impression que comme tu avances sans savoir trop où tu vas, tu le fais juste parce que tu te sens obligé de le faire, que tu n'arrives pas nécessairement à avoir du positif en toi, ou que le positif que tu vois en toi, c'est juste ce que tu peux donner aux autres, la performance que tu vas livrer, puis que tu n'as pas une vision positive du monde qui t'entoure, de ce que le monde a à t'offrir. Ça peut être simple que ça ne va pas tant bien que ça. Je pense que moi je le vois un peu aussi comme un nuage plus gris, mais qui est comme vraiment tout autour de toi. C'est pas juste plein de petits nuages, ça va être comme un gros nuage qui t'entoure. Donc comme tu as dit, tu ne vas pas nécessairement avoir de l'espoir dans ton futur, tu ne vas pas avoir de l'espoir juste sur la personne que tu es, puis aussi envers la société ou les personnes que tu es proches. Donc je pense que ça peut être quand même aussi difficile à vivre. Puis tu sais, on n'en parle pas beaucoup de ça, j'ai l'impression. Mais tu sais, des fois on entend, on peut dire hey, t'es toujours négatif, mais peut-être qu'on peut un petit peu comme se rapprocher de... C'est ça, peut-être que de comme moins la porter comme un reproche, mais plutôt comme, genre justement, de questionner ça. Puis il faut pas non plus tomber dans le positivisme absolu. Parce que tu sais, tu as aussi besoin des émotions négatives pour reconnaître le positif et aussi être capable de savoir à quel moment tu te sens mieux. Puis si tu es toujours
dans le positif, peut-être que tu vas pas non plus comprendre les autres. Oui, la dernière catégorie, là, en fait, Laetitia, c'est tout ce qui est des difficultés de fonctionnement et d'adaptation. Puis je pense qu'en santé mentale, c'est aussi important de faire un lien avec ça parce que, si je donne comme exemple, toi Sandrine, il y a toi, comment tu te sens, un peu tes émotions, tout ça, les signaux, mais il va aussi avoir comment tu te sens chez toi, comment tu te sens à l'école, comment tu te sens à ton travail, avec tes proches, etc. Il y a beaucoup plus c'est beaucoup plus large que ce que j'ai nommé, mais ça se peut qu'en ce moment, lorsque tu es chez toi, tu te sens bien, mais que, par exemple, au travail, tu as de la difficulté d'adaptation. Et je pense que quand il y a des moments que à l'extérieur, tu vas avoir une plus grande difficulté, il est quand même possible que les émotions que tu as au travail reviennent à la maison. Puis parfois, c'est difficile de savoir c'est où j'ai de la difficulté parce que si tu vis quelque chose au travail, ben ça part pas de ton cerveau. Tu sais, quand tu sors du travail, c'est difficile de faire j'arrête tout et j'y pense plus. Donc, un bon truc que je peux donner, c'est de faire la sphère de vie. Puis, je sais pas, on pourrait peut-être la mettre en lien, mais la sphère de vie, ça va être vraiment séparé dans, mettons, finances, amitié, plus relations, puis d'être capable de noter, par exemple, sur 10, dans chaque de ces sections-là, comment je me sens, puis vraiment être dans l'introspection des signaux, mais vraiment séparés par situation et par place. C'est ça, absolument, parce que, tu sais, il y a un effet écho là-dedans. Oui, vraiment. Tu sais, c'est... Même si on a l'impression de porter un rôle différent, puis les attentes vont être différentes en fonction du contexte dans lequel on est, ça reste qu'en tant qu'individu, on a une continuation quand même. Puis c'est normal de porter sur soi des échecs qu'on a vécus ou des frustrations dans un certain milieu, puis de la porter dans d'autres. C'est pour ça que justement, comme d'évaluer le fonctionnement, si on se rend compte qu'on ne fonctionne pas quelque part, c'est possible qu'on fonctionne pas à d'autres endroits non plus. Puis tu sais, c'est pas... mettons, de pas fonctionner dans son travail actuel ne veut pas dire que tu ne fonctionnes pas au travail en règle générale. Exactement. Encore une fois, on est beaucoup dans la nuance. Puis peut-être que tu ne fonctionnes pas au travail présentement, mais la raison, c'est pas à cause du travail. Ça se peut que ça soit à cause de ta relation de couple, tu sais, qu'il y a une autre difficulté. Donc, c'est un petit peu... Je pense que c'est pour ça aussi d'être capable de chercher les signaux et de prendre une pause et de se dire comment je me sens dans chaque place et de un petit peu trouver la cause. Puis je pense que c'est un exercice qui peut quand même se faire facilement. Tu sais, quand on est dans, comme je parlais un peu plus tôt, dans un milieu où c'est normalisé que ces signaux aillent pas bien, des milieux ou même des contextes, tu sais, je pense aux fameux, tu sais, c'est pas si loin là, de toi, là, mais aux fameuses fins de session universitaires, collégiales, là, ou que ne pas dormir, très peu manger, tu sais, de pas, mettons, faire beaucoup d'exercices, puis tout ça, c'est normalisé parce que tout le monde peut comme vivre ça à ce moment-là. C'est contextuel, puis c'est comme... Puis je pense aussi, comme tu as dit, de regarder le contexte parce que ta fin de session, ok, tu vas le vivre intense pendant un mois, mais après ça va se rétablir. Puis je pense que c'est aussi d'avoir une vision globale et de se dire, est-ce que, tu sais, ma fin de session, en fin de compte, elle va durer pendant 6 mois? Ben là, c'est peut-être là que, on peut se poser des questions puis voir, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Mais il y a quand même des contextes qui sont vraiment, tu sais, on pourrait dire stables dans le temps puis qui ont une date de début puis une date de fin, là. Ben, tu sais, si tu es dans un contexte qui est comme, qui est prolongé dans le temps, tu sais, qu'il y a un marathon, tu peux-tu vraiment, comme, avoir une vitesse de sprint? C'est bon, non, ça. tu peux pas tant. Il y a peut-être des périodes où tu vas être capable de le faire, puis que ça va être utile de l'avoir fait. Mais en règle générale, il faut que tu trouves ta vitesse de croisière aussi. Il faut que tu trouves ta vitesse qui te soit capable pour toi de parfois être plus rapide, puis parfois être plus lent, puis que tu sois capable de revenir à cette vitesse-là facilement aussi. Puis on a tous une vitesse différente. Puis c'est un peu comme on a parlé tantôt avec tous les environnements. On a plusieurs environnements. Puis je trouvais aussi, ça m'a aussi fait penser que
ça se peut que tu sois fatigué, quand on en avait parlé un peu, ça se peut que tu sois fatigué et tu sais pas si tu es fatigué physiquement ou mentalement. Puis ça, c'est vraiment différent parce que peut-être qu'à des moments, vraiment, tu ressens une vraie fatigue, là, tu voudrais juste, tu te dis, hey, aujourd'hui, je dormirai toute la journée, mais de se poser la question, est-ce que c'est mon corps physiquement parce que, je sais pas, j'ai fait le ménage toute la journée hier, ou c'est parce que je vis des situations stressantes, je vis de l'ambiguïté dans certaines situations. Fait que je pense que ça, c'est aussi de se poser des questions sur aussi notre fatigue. Là. Oui, puis des fois, les deux ont un lien tellement tissé serré ensemble parce que, justement, quand on ne s'écoute pas toute la journée, là, souvent, c'est quand on arrive pour se coucher qu'on laisse tomber les distractions. Ouais. Puis là, hey, le hamster, il roule. Moi, j'entends tout le temps cette expression-là. Le hamster, il roule quand je vais pour me coucher. Fait que là, il y a comme de l'insomnie et des problèmes de sommeil qui se rajoutent. Pas parce que, de base, je sais pas, comme tu manques d'énergie physique, mais parce que tu t'es pas assez écouté dans la journée. Puis c'est comme la seule fenêtre que tes lions ont trouvée pour venir s'imposer à toi, c'est ce moment-là. Puis on dit, ben on va empiéter sur son sommeil. C'est le seul moment qu'on a pour qu'elle nous écoute. Oui, c'est ça, c'est le seul moment de la journée que tu fais rien, c'est quand tu vas te coucher. Puis je pense que ça, c'est pas juste individuel parce que la société, mais aussi cette pression-là d'être productif le plus rapidement. C'est vraiment une pression qu'on a dans la société. Donc je pense de aussi le comprendre que c'est pas simplement individuel, qu'il y a aussi une cause sociétale. Mais à partir de là, toi en tant qu'individu, qu'est-ce que tu peux faire? C'est ça, en tant qu'individu, oui, tu travailles sur, mettons, ta santé mentale à toi, mais tu es aussi un agent social. Ouais. Tu sais, puis comme on en parlait plus tôt, ben oui, tu peux reconnaître tes symptômes, mais en reconnaissant les signaux, tu vas aussi pouvoir refléter ceux des autres. Puis donc, tu sais, ça crée comme un travail en continu, puis c'est pour ça que c'est le fun qu'on en parle de plus en plus en santé mentale, qu'on essaie de plus en plus de normaliser ça, puis c'est quelque chose que je trouve merveilleux parce que c'est quelque chose que j'entends vraiment souvent. C'est quand je pose la question à quelqu'un, mettons, qui justement fait une demande en santé mentale. Quand je pose la question, qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez accepté de recevoir de l'aide? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'à ce moment-ci, vous demandez de l'aide même des fois? Puis que ça arrive très souvent que la personne me dit, j'ai quelqu'un dans mon entourage qui m'a dit qu'il a vécu de quoi de similaire, qui est allé voir quelqu'un puis ça l'a aidé. Et c'est de l'or pour moi. Parce que justement, tu sais, oui, il y a une personne qui allait mieux, qui a vécu l'adversité puis que sa situation s'est améliorée, mais juste le fait d'avoir simplement dit ça, ça fait en sorte qu'il y a des gens dans son entourage qui ça les éveille à ce processus-là. C'est fou quand même, là. Tu sais, puis c'est pas... tu sais, parfois on a l'impression d'être vulnérable, mais comme plus qu'on normalise le fait d'aller chercher de l'aide, plus ça va devenir comme un réflexe, puis ça va même devenir des compétences éventuellement qu'on va avoir. Ben, je pense que ça finit vraiment bien l'épisode, qu'est-ce que tu as dit, puis tu as absolument raison, puis je crois que plus qu'on en parle, plus que ça devient important dans la société, plus que d'ambassadeurs, je pourrais dire, de la santé mentale ou de simplement nommer. Tu sais, je suis allée chercher de l'aide comme si tu te casses la cheville, ben tu vas aller à l'urgence, à l'hôpital. C'est ça. Pour moi, c'est pareil parce que je suis dans la relation d'aide. Mais pour certaines personnes, ce n'est pas, mais je crois qu'on est vraiment on fait un petit pas à la fois. Puis j'ai l'espoir qu'un jour, si tu te sens un petit peu plus dépressif, tu vis une situation difficile, mais ton premier réflexe, ça soit « Hey, je vais en parler à quelqu'un et je vais aller chercher de l'aide. » Je vais aller chercher de l'aide. Très beau message. Et ça fait très bien notre épisode. Oui. Donc, on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye!